les fans d'animation, ici Anna pour ce 3ème épisode d'Anna et l'anime. Et comme je n'ai aucun tact, je l'annonce direct. Code Lyoko, ça marche pas. Non, on se calme. C'est pas grave si vous aimez Code Lyoko alors que c'est nul. Moi aussi j'ai regardé et aimé Code Lyoko. Tenez, pour vous rassurer, je vous montre même la série que je regardais avec dévotion quand j'étais en terminale. J'avais 17 ans et je trouvais cette série colorée et stupide et reposante. Personne ici va vous juger. Aimez ce que vous aimez, cette vidéo n'est là que pour vous parler de la façon dont moi, Anna, future présidente de la galaxie, vois Code Lyoko, ok? Ok. Pour les gens qui étaient trop occupés sur World of Warcraft entre 2003 et 2007, Code Lyoko est une série française créée par deux anciens élèves des Gobelins, Tania Palumbo et Thomas Romain. Enfin, quand je dis créer, je veux vraiment dire qu'ils ont été repérés pour leur style graphique à un festival, et quand tes films leur a commandé un projet. Entre ce moment et le début de Code Lyoko, l'un des deux petits vénards, Thomas Romain, a quitté le projet pendant que sa comparse restait en tant que directrice artistique. Retiens ça. Ça va revenir plus tard. Code Lyoko a donc eu 4 saisons et a bénéficié d'une reconnaissance internationale, ce qui est assez exceptionnel pour une série animée franco-française. Certaines coproductions auxquelles la France a participé, notamment des coproductions franco-canadiennes comme Totally Spies, se sont fait connaître, mais Code Lyoko a fait son chemin toute seule, sans l'aide d'aucun autre pays. Et ça, c'est plutôt cool. Ça veut pas dire que c'est bien, hein. Il y a des tas de séries connues qui sont nulles. Mais je digresse. Que raconte donc Code Lyoko ? Dans les faits, c'est l'histoire du combat permanent que livrent 5 adolescents, parfois 6, contre Xana, un virus, Pokémon électrique démon. Je préfère programme multi-agent. Imagine, une fourmilière. Comment t'es arrivé là ? Prise de courant. Au départ, seul Jérémy est au courant de l'existence du supercalculateur, de Lyoko et d'Aelita. C'est en fouillant Lyoko pour tenter de matérialiser Aelita qu'il attire l'attention de Xana, un programme maléfique qu'il se met en tête de combattre, entraînant avec lui sa petite bande de copains, Yumi, Ulrich, Odd et, plus tard, William. Parfois. Enfin, ça, on l'apprend dans un double épisode préquel sorti en 2006, pendant la saison 3. Au fil des saisons, les Lyoko guerriers et leurs Teki devront réussir à matérialiser Aelita en combattant Xana, puis guérir Aelita devenue humaine d'un virus informatique implanté en elle par Xana, puis tenter de détruire Xana, mais dans le réseau mondial. Et à la fin, ils détruisent Xana. Un peu. Apparemment, il s'en remet. Et donc en gros, un épisode de Code Lyoko, c'est un truc se passe au collège Kadik, Xana attaque en utilisant une tour dans Lyoko pour venir dans notre monde, les Lyoko guerriers tentent de rejoindre l'usine pour aider Aelita et Jérémy, ils se font transférer sur Lyoko pour la bagarre, la plupart d'entre eux se font tataner par des monstres, mais Aelita arrive à désactiver la tour juste avant que quelqu'un ne meure. Voilà. On rince et on recommence plus ou moins toutes les semaines pendant 4 ans. C'est fou parce qu'à l'époque, j'aimais bien tomber sur un épisode en regardant la télé. Notamment, j'aimais bien Yumi et Aelita parce qu'elle se laissait pas faire et je trouvais ça plutôt cool. Yumi était la fille un peu dark, ce qui franchement me suffisait amplement à l'époque. Aelita, de son côté, était un peu un mystère mais finissait par développer une personnalité. Peut-être pas hyper complexe, mais au moins attachante. D'ailleurs, d'une certaine manière, j'apprécie toujours ces deux personnages, mais globalement, je suis surtout triste qu'elles aient pas eu droit à une meilleure série. Surtout Aelita qui, je le rappelle, est capable depuis la saison 1 de manipuler son environnement à volonté. Mais parce que l'intrigue en a décidé ainsi, se retrouve toujours à jouer la demoiselle en détresse. Et Yumi, au final, à part le fait qu'elle soit japonaise, elle est surtout définie en contraste avec Sissi, la peste du collège. Elle est sobre et sérieuse, là où Sissi est frivole et vaine. Qui est un autre problème en soi, mais que je n'ai pas le temps de traiter dans cette vidéo. Quant aux autres, j'ai pas grand chose à en dire. Ulrich est mystérieusement un garçon populaire avec les filles alors qu'il est glauque à souhait. William n'a aucune personnalité. Odd est à la fois sympathique et horripilant. Ce qui est un mélange plutôt intéressant quand j'y pense. Puis il y a Jérémy, le Teki, celui qui est censé être le cerveau de la bande. Je le déteste. Vous avez remarqué que toute l'histoire a commencé parce que Jérémy avait décidé de façon complètement arbitraire qu'il voulait matérialiser Aelita. Alors oui, elle était d'accord, mais en vrai, s'ils avaient juste éteint le supercalculateur, Aelita serait pas vraiment morte. Tout comme elle était pas morte avant que Jérémy ne rallume le dit supercalculateur. Quand t'éteins ton ordi, on est d'accord que ton OS et tes programmes ne disparaissent pas, hein. C'est pareil. Donc en fait, les pelleteuses, les gens possédés, les doubles numériques maléfiques, ou maléfiques, les astéroïdes, tout ce bazar arrive uniquement parce que Jérémy a senti quelque chose bouger dans son futal en voyant Aelita, alors qu'il pensait que c'était une IA de Lyoko. Une IA. Certes, quand on découvre ce qui s'est passé pré-saison 1, on sait déjà qu'Aelita était en fait une humaine depuis le début. Mais le Jérémy pré-saison 1, donc in-universe, il en avait foutrement aucune idée. Ça rend ses actions ultra glauques. Et c'est même pas comme si je trouvais leur relation mignonne. Jérémy, c'est le mec, son crush lui dit « Ah, je viens de découvrir que je suis humaine et que j'ai passé 10 ans au stage dans un programme informatique. » Il dit « Ouais, mais bon, faut qu'on combatte Xana. » Asshole match. Tiens d'ailleurs, parlons-en de Xana. Moi. Bah oui, toi.
Je veux dire, l'histoire tourne quand même énormément autour de toi et de tes buts, on est d'accord? En théorie. Exactement, en théorie. Donc on est d'accord que ton ultime but, c'est de conquérir le monde. Je n'ai jamais dit ça. Moi, j'ai vu débarquer une bande de petits cons sur mon territoire pendant ma sieste. Ils ont allumé les lumières, ils ont commencé à jouer avec les portes, à fouiller dans mes affaires. T'aurais fait de quoi, toi? Et moi, je les ai fait chier aussi. Pertinent. Et l'astéroïde? Il y avait Armageddon à la télé. Et la minière glaciaire? Tu sais quelle température il fait dans un serveur? Merci Xana. Bon, je grossis un peu le trait, mais un bon antagoniste est réellement essentiel à la réussite de toute œuvre narrative. Et même s'il s'agit d'une IA, il n'y a aucune raison pour ne pas rendre ses motivations claires, aussi basiques soient-elles. Prenez Summer Wars de Mamoru Hosoda. L'antagoniste est une IA dont le but est globalement de foutre la merde. Et elle le fait, sauf que comme c'est une IA, et donc non douée de sentiments ou d'un sens de la retenue, elle détruit tout sur son passage et ça en devient dangereux. Maintenant, prenez Code Lyoko. Xana est un programme multi-agent au pouvoir très vague, mais qui semble au final sans limite. Il peut prendre le contrôle d'à peu près tout ce qui lui chante, créer des aires glaciaires, oui, je vais continuer avec ça, et des doubles du maléfique des gens. Et pourtant, même après avoir atteint son but des 2 premières saisons, à savoir récupérer les clés de Lyoko sur Aelita et s'évader dans le réseau mondial, il ne fait rien à part continuer de faire chier Jérémy et sa bande et créer des doubles de Lyoko dans le réseau. Il les attaque, eux, alors qu'on sait très bien qu'il n'a pas du tout été programmé pour ça. Ça n'a aucun sens. Et ça en a d'autant moins que plus ça va, plus les scénaristes de la série nous balancent du jargon informatico-mathématique pour tenter d'expliquer les actions de Xana et donner de la crédibilité à la série. Sauf que ça marche pas. Vous savez ce que j'entends quand quelqu'un dit ce genre de truc? Tu as compilé les données structurelles intermédiaires. Au fait, t'as scanné les composants aléatoires de distorsion? Bah moi j'entends ça. Science, science, science. Science, science. Science, 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 science. Science, science. Et c'est dommage parce que d'une, tout ça me sort complètement de la série, et de deux, parce que ça tourne en rond. Les producteurs ont voulu faire de Code Lyoko une série épisodique pour que les petits enfants puissent attraper n'importe quel épisode et s'y retrouver. Mais je crois qu'ils n'ont pas compris que l'intrigue ne doit pas pour autant passer à la trappe. Kim Possible est aussi une série épisodique. Pourtant, la motivation du ou des méchants est claire et diffère à chaque épisode, ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas malgré la structure hyper basique. Ici, on nous donne un seul antagoniste avec une vague motivation et on nous resserre la même formule pendant plus de 90 épisodes, quasiment sans variation. Et je peux même pas dire que je peux me raccrocher au personnage pour compenser, parce qu'à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, j'ai envie de casser des trucs. Vous voyez quand je parlais des dialogues tout à l'heure? Les scénaristes nous balancent des blagues un peu comme ils nous balancent le reste. Parce que ça fait bien, parce qu'il faut dire des trucs drôles, parce qu'il faut qu'il y ait du conflit, mais qui vont quand même pas faire trop d'efforts. Après tout, c'est pour des enfants. Du coup, les dialogues sont, de façon générale, complètement sans intérêt. Non, mais après je leur reconnais une qualité, hein. Ils ont parfaitement su émuler le comportement de la classe moyenne supérieure française. Tous les personnages de cette série trouvent le moyen d'être insupportables d'une façon ou d'une autre. C'est bon, t'as fini de cracher sur l'enfance des gens? Pas vraiment. J'ai pas parlé de la 3D pourrie, du collège sans règlement, de la réalisation foireuse... Ok. Mais je vais quand même vous parler un peu production. Code Lyoko, à la base, ça n'avait rien à voir avec ce que vous avez vu à la télé. Il y a d'abord eu Garage Kids, un court-métrage réalisé par Tania Palumbo et Thomas Romain, avec une atmosphère plus sombre et plus fantastique. Je vous encourage d'ailleurs à aller le voir. Il est très court, pas forcément folichon niveau scénario, mais l'ambiance qu'il dégage donne envie, et est beaucoup plus proche des inspirations de Palumbo et Romain, à savoir les œuvres de Koji Morimoto. Koji Morimoto qui, en 2003, a sorti un petit court-métrage animé nommé Beyond, appartenant à un petit paquet de courts issus d'un univers qui vous est peut-être familier, Matrix. Et 2001-2003, c'est la grande période Matrix. Le premier est sorti en 1999, le deuxième sort en 2003 avec Animatrix, et on est dans une véritable folie des univers numériques. Dans la même période, en France, Serial Experiments Lain est diffusé sur Canal+ en 2001, et on assiste à la sortie des premiers jeux et anime.hack en 2002. Code Lyoko, pendant ce temps, cherche à créer son propre univers, mais se retrouve par la force des choses à ressembler à Matrix. Pour moi, la série aurait même gagné à se revendiquer davantage comme un cousin spirituel de Matrix, notamment parce que faire de Code Lyoko la matrice, donc le monde réel, et du monde réel le monde virtuel, aurait bouché pas mal des trous dans l'univers et dans l'intrigue. En plus, c'était aussi la mode des adaptations de films de SF en série animée à l'époque, et j'aurais avalé Code Lyoko comme j'ai avalé les séries animées Godzilla ou Men in Black. Sauf que les producteurs ont décidé que ça devait être pour les enfants. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est un terme que j'adore. Et donc édulcoré et simplifié à en devenir insultant, avec quelques termes informatiques jetés ça et là pour donner une illusion de complexité. Et du coup, Thomas Romain a quitté le projet, citant des divergences d'opinion avec les producteurs. Vu ce qu'ils ont rajouté à l'univers, je comprends tout à fait. Puis bon, il avait un projet sur le feu avec Savin Hitman Eiffel au Japon. À côté de ça, un petit projet français hacké par ses producteurs, ça doit pas paraître très important. Mais c'est triste. C'est triste parce que Code Lyoko avait une bonne base pour être un dessin animé plus que décent.
Au lieu de ça, le revisionnage a été douloureux et surtout ennuyeux. Parce que ça tourne vraiment en rond, épisode après épisode et saison après saison. Ça donnait peut-être pas cette impression à l'époque, mais essayez de vous binge-watcher la série maintenant pour voir. Et je vous ai même pas parlé de Code Lyoko Evolution. Je sais.